Otep, chers frères et sœurs, Kamites, euh, je suis très ravi de vous retrouver encore en ce jour du 4 juillet 2020 pour ce qui est du calendrier grégorien. Peut-être que j'ai pas eu à me présenter pour la première apparition. Donc là, c'est chose qui va se faire. Je suis Monsieur Sopi-Niché, oui, Côte d'Ivoirien d'origine liée au traité de Berlin et assinien de par mes origines Ashanti et Kamite du continent. Donc voilà en somme qui je suis. De formation architecte urbaniste et architecte paysagiste. J'ai eu à faire aussi d'autres formations universitaires, notamment un MBA en finance et plusieurs brevets en architecture de dessin technique. D'accord. Donc je suis de formation architecte. Voilà. Je suis tout ce qui est lié à l'art et à son architecture. Oui, j'adhère à un courant, à un mouvement qui veut que chaque société puisse s'épanouir dans son propre environnement. C'est pas de dire mal ou de faire mal que d'affirmer son soi, que de s'affirmer en tant qu'être appartenant à un paradigme. C'est pas quelque chose de méchant. Au contraire, il faut pouvoir s'émanciper dans son propre environnement pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un projet qui aille sur du long terme. C'est en cela que je souhaiterais intervenir régulièrement pour, in fine, aider mes confrères Kamites à la chose humaine, c'est-à-dire comprendre que finalement nous sommes qu'un seul peuple et qu'il ne faille pas, qu'on n'a pas besoin de se haïr, de se détester, parce qu'à l'époque on ne faisait pas. Donc ça vient de quelque part. Donc je reprends, je suis donc Monsieur Sopi-Niché, architecte de formation, et j'adhère justement à tout ce qui est entre guillemets démocratique, ce pourquoi le mouvement SIDECI, voilà, me sied beaucoup. Notamment, je voudrais faire un coucou à Dr Bala Keïta Ahmed, un frère, je ne dirais pas confrère, mais dans la fraternité Kamite, c'est un confrère. Lui, il a fait sciences politiques, il a un doctorat en sciences politiques, il est professeur à l'université aux États-Unis. Oui, nous avons adhéré donc à la même volonté d'éclairer un peu notre peuple, de nous auto-éclairer aussi, parce que l'échange se fait de part et d'autre. Hein. On attend de vous aussi que vous nous apportiez quelque chose, puisque c'est toute une complémentarité. Donc oui, j'adhère amplement à l'idéal SIDECI qui veut que la démocratie prenne le dessus sur autre chose. D'accord. Mais la démocratie, bien évidemment, qui se conforme à notre propre paradigme. Okay. Donc coucou à toi, Ahmed. Bon, ceci étant, donc je voudrais rappeler un peu ce qui s'est passé sur la première vidéo. Il s'agissait d'expliquer aux gens d'où nous venions et puis pourquoi aujourd'hui nous nous regardions en chien de faïence. Donc pour aller sur la vidéo 2, tout de suite, hein, je rentre dans le vif du sujet. Il est donc question de venir sur le traité de Berlin. Hein, je ne sais pas si vous avez bien compris un peu ce que j'ai dit concernant le traité de Berlin. C'est que c'est ça qui est, de façon moderne, hein, la faille de tout ce qui se passe en Afrique en ce moment. Voilà. On sait même que ça a débuté depuis les différentes traites négrières, mais de façon moderne, okay, la faille elle a commencé par le traité de Berlin. D'accord. Donc en 1885, Bismarck et ses alliés décident donc de diviser l'Afrique. L'Afrique est donc divisée, c'est-à-dire que dans un seul écosystème, on décide d'en créer plusieurs.
Et aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué auparavant, nous sommes fiers de nous appeler Ivoiriens, Togolais, Béninois, etc., Sénégalais. C'est chose bizarre, parce que être Ivoirien demande à ce qu'on puisse présenter une différence avec un Camerounais, avec un Togolais, avec un Béninois, avec un Sénégalais. Donc à partir du moment où il y a différence avec tous ces mêmes peuples, automatiquement il y a une politique qui défère. Ça ne sert à rien de s'accepter différemment et de vouloir maintenant faire l'Union africaine. Ça ne sert à rien de s'accepter différemment et vouloir faire la CEDEAO. On était déjà un seul peuple. Pourquoi on parle de CEDEAO? Pourquoi on ne parlerait pas de Royaume Ashanti en même temps? On est un seul peuple. Depuis le Libéria, il y a des Kofi au Libéria, il y a des Kofi en Côte d'Ivoire, il y a des Kofi au Ghana, il y a des Kofi au Togo, il y a des Kofi au Bénin, il y a des Kofi au Nigeria, il y a des Kofi au Cameroun, il y a des Kofi jusqu'au Congo. Pareil pour les Kwame. On a les mêmes noms, pareil pour les Hamon, pareil pour les... Je ne sais pas. Donc pourquoi faire la CEDEAO? Pourquoi faire le MOA? Pourquoi ne pas revenir réellement à ce que nous sommes? Parce que le fait que nous êtes divisés, c'est pour mieux régner. Pourquoi? Ça implique quoi? Ça implique plusieurs choses. Le fait qu'il y ait tous ces pays-là. Imaginez-vous qu'on soit simplement, comme on était bien avant 1885, une seule zone, Royaume Ashanti. Le Royaume Ashanti avec un seul roi, ok, avec différents vassaux. Donc on va dire un seul président comme aux États-Unis avec différents gouverneurs. Un seul président en Afrique de l'Ouest avec différents gouverneurs. Pourquoi il faille avoir plusieurs présidents dans différents États, plusieurs premiers ministres dans différents États, plusieurs ministres de l'Intérieur, plusieurs ministres, etc. Mais ça nous fait une masse salariale énorme. Vous savez combien ça coûte de payer tous ces gens à chaque mois? La masse salariale étatique au Bénin, la masse salariale étatique en Côte d'Ivoire, la masse salariale étatique au Sénégal, etc. Au Ghana, en Guinée, tous ces gens-là qu'il faille payer chaque mois, ça nous fait des milliers de ministres, des centaines de présidents, des machins, mais c'est énorme. Ça c'est d'un. De deux, au niveau de la politique économique, tout ce qui est plus-value est lié à ce qu'on appelle une économie d'échelle. C'est-à-dire c'est le grand nombre qui fait qu'on gagne. Aujourd'hui, si moi je fais une commande d'une règle, je donne un exemple, cette règle va me coûter 200 francs CFA, ou on va dire 1000 francs CFA. Si j'en commande deux, ça ne va pas me faire 1000 francs, ça ne va pas me faire 2000 francs CFA, ça va me faire 1800 pour les deux. Donc aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire, si le Sénégal, si le Mali, si le Burkina Faso demandent, je ne sais pas, ensemble, demandent, je ne sais pas, des tonnes de sucre. Si la tonne de sucre, je donne un prix comme ça, je ne sais pas, si la tonne de sucre est à, je ne sais pas, 2000 francs, ou je ne sais pas, 50 000 francs ou 100 000 francs dans la tonne, on se retrouvera avec la tonne à, je ne sais pas, 50 000 francs, en fonction de la commande. Si la commande est multiple, s'il y a du... C'est la loi de l'offre et de la demande, et c'est la loi du grand nombre, sur ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Donc si on est plusieurs à faire commande, forcément, on va payer au rabais. Si on est plusieurs à travailler dans un seul écosystème, il y aura moins de chefs, moins de patrons, plus de délégations. Donc on sera beaucoup plus efficient dans le travail. Ça c'est d'un. De deux, pourquoi les gens pensent qu'ils ont eux-mêmes abouti à l'indépendance? Comment vous pouvez vous imaginer qu'il y ait un coup d'État au Sénégal, en même temps qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire, en même temps qu'il y ait un coup d'État au Togo, en même temps qu'il y ait... Comment vous pouvez vous imaginer ça? Là, quand il y a un coup d'État, non, vous ne pouvez pas vous imaginer que les choses puissent arriver en même temps. Mais comment ça se fait que quand on parle de guerre d'indépendance, bataille d'indépendance, tout le monde a eu son indépendance en août? C'est tout le monde qui s'est battu à avoir son indépendance le même jour? 5, 6, 7, 8 août, etc. 1er août pour le Bénin, 7 août pour la Côte d'Ivoire, 3 août pour le Niger, etc., en août. Parce que tous on s'est battus en même temps? Non, c'est pas passé comme ça. On n'a jamais arraché l'indépendance. On n'a jamais eu d'indépendance. Il s'agissait pour l'AOF de régulariser tous
les autochtones de l'AOF, c'est-à-dire tous les indigènes. Donc pour De Gaulle, il fallait maintenant choisir entre le fait qu'il régularise tous ces autochtones. Je crois qu'on était à l'époque 450 ou bien 400 millions, ou je ne sais pas, peut-être moins. Mais qu'est-ce que ça va faire 400 millions d'indigènes qui rentraient en métropole? 400 millions d'indigènes qui devenaient français. 400 millions d'indigènes qui passaient donc, en termes de démocratie, au vote. Donc, Houphouët-Boigny ou Modibo Keïta, s'il se présentait à la présidence de la France, avec 400 millions de votants de l'AOF, c'était bon, là, c'était fait. C'était un Noir qui allait être président de la France. Donc, De Gaulle a dit pas question que les Noirs aient la nationalité française, donc on va rapidement leur donner cette indépendance-là. Et quand ils ont demandé, ils ont présenté, ils ont soumis l'indépendance, ou je dirais mieux, ils ont imposé l'indépendance aux Africains, on leur a dit, bon voilà, vous avez le choix entre deux choses. C'est d'abord forcément les dates, et puis imposer le fait qu'on ne garde plus les territoires de l'AOF. Parce qu'ils savent de façon factuelle que la réalité sociétale africaine est au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est les territoires, entre guillemets, mais pas réellement le principe d'intangibilité des frontières, mais territorialement, à peu près, approximativement, ils ont fait l'AOF parce que ça répondait au nord, justement, de l'ancien empire Ouagadougou, Ghana, et l'ancien empire du Mali, avec son extension. Donc voilà pourquoi ils ont gardé, justement, cette AOF, parce qu'ils se sont dit, mais sociétalement, ok, en termes de paradis, ce sont des gens qui sont déjà ensemble, qui se connaissent, c'est une seule famille. Donc on garde l'AOF. Ils ont fait pareil pour l'Afrique centrale. L'AOF, c'était l'ancien l'empire du Congo, royaume du Congo, voilà, qui faisait, je crois, 7 ou 8 ou 9 pays, etc. Donc voilà, donc ils ont dit, voilà, à partir du moment où nous, on vous impose d'avoir l'indépendance, parce qu'on ne souhaiterait pas que vous ayez donc la nationalité française, on vous impose l'indépendance avec les pays redivisés selon 1885 et 1919, puisque ils ont, après 1885, quand les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, ils ont fait un autre traité à Versailles qui a entériné encore ce même principe d'intangibilité des frontières qui est inéluctablement non changeable depuis César de Latteus en 335, c'était la Rome antique, avec ce qu'on appelle utis possidetis juris, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je possède ton territoire par la force ou par autre chose, et si moi je décide de le diviser à ma guise, il n'est pas possible que ultérieurement tu puisses le diviser. On appelle ça le principe d'intangibilité des frontières. Voilà pourquoi en ce moment, quand on va au Burkina Faso, on a bien changé le nom Haute-Volta pour Burkina. On n'a rien gagné du tout, puisqu'on est contraint de suivre des lois qui datent de 335. Sous l'ère grégorienne. Regardez ce qui se passe au Bénin. Le Bénin, c'était bien à l'époque, c'était le Dahomey. Le Dahomey est devenu le Bénin. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Donc les noms peuvent changer, mais les territoires ne peuvent pas changer. Donc ce que le traité de Berlin a décidé et que le traité de Versailles a entériné, les choses ne pourront jamais changer. Il suffit que nous, de notre propre chef, on le fasse. Mais pour le moment, on n'est pas encore dans cette dynamique-là. C'est ça le problème. Tant qu'on ne sera pas dans cette dynamique, on aura toujours des petits problèmes territoriaux, des problèmes même de fonctionnement entre nous. Depuis quand un Burkinabé, c'est une nationalité qu'on a inventée. Depuis quand un Burkinabé est étranger d'un Ivoirien qu'on a inventé, qui est étranger d'un Togolais ou d'un Béninois qu'on a inventé? Messieurs, dames, réveillez-vous. Vous voulez construire, vous voulez déconstruire. On est dans un projet civilisationnel. Pourquoi vous n'allez pas en arrière pour voir un peu ce que nos pères à l'époque avaient fait, nos aïeux à l'époque avaient fait, nos ancêtres à l'époque avaient fait? On est dans une continuité, messieurs. Ça ne veut rien dire être Côte d'Ivoirien. Rien du tout. Réveillez-vous, les gars. Notre identité va commencer en 1960. Je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. On peut parler de révolution. Je ne sais pas qui me disait tantôt, hein, oui, il y a l'indépendance de la France. Non, c'est la Révolution française.
On fête un anniversaire de la Révolution française. Voilà, c'est pas l'indépendance de la France. Donc l'Afrique non plus, puisque nous, on a toujours existé. Donc si nous, on est indépendant en fonction des lois, des directives, des principes occidentaux, c'est une catastrophe. Je suis dans... Je sais plus, j'ai plus mes mots, j'arrive pas à comprendre que les choses aussi simples, que les Africains ne puissent pas comprendre ça. J'arrive pas à cerner ça. Nous ne sommes pas Togolais, nous ne sommes pas Béninois, nous ne sommes pas Ivoiriens. Il faut revoir donc ce que nous sommes. Qu'est-ce qui nous empêche, à partir de l'UMOA et la CEDEAO, de former un seul pays? Qu'est-ce qui nous empêche de décider de faire un seul vote pour un président de au moins 15 pays, et puis tout le reste c'est des gouverneurs? Qu'est-ce qui nous empêche? On a je ne sais pas, 50 ou une trentaine de ministres pour ces 20 pays, et puis tout le monde est tranquille. Le reste, on se met au travail. Quand on nous parle de démocratie je ne sais pas, à l'occidental, mais le premier pays démocrate au monde, c'était qui? C'était la Rome antique. Ils ont eu, je crois, 89 César, ok, 89 empereurs. Mais dans les 89 empereurs, le père de la démocratie, là, 89 empereurs, pendant les 83 changements, c'est-à-dire que toutes les fois qu'il a fallu nommer un nouveau empereur, ce n'est pas fait selon le vote, hein. C'est fait par décapitation. Il y a 83 empereurs qui ont été décapités dans toute l'histoire de la Rome antique. Donc c'est quoi? C'est quel type de démocratie dont vous parlez? Aujourd'hui, on passe à un septennat en France. La Côte d'Ivoire veut faire un septennat. Après, on passe à un quinquennat. La Côte d'Ivoire veut passer à un quinquennat. Le jour où on va passer aux 4 ans, comme aux États-Unis, aux 2 ans, la Côte d'Ivoire va dire, voilà, la démocratie, c'est 2 ans. Mais eux, ils ont assez d'argent pour dépenser chaque 2 ans, ou chaque 3 ans, ou chaque 4 ans, pour décider qui va diriger leur pays. Nous, on va dépenser des milliards et des milliards pour décider qui va être président. On va dépenser des milliards pour décider qui va être député. On va dépenser des milliards pour savoir qui va être maire. On va dépenser des milliards pour savoir qui va être sénateur. De toute façon, c'est une nomination. Conseiller, président des régions, je ne sais pas. Ils inventent tous les jours des nominations. Vous pouvez nommer ces gens au lieu d'aller toujours aller au scrutin universel. Ça fait trop de dépenses. Vous voyez, je perds mes mots. Ça fait beaucoup de dépenses, aller toujours en campagne. Donc imaginez-vous que la Côte d'Ivoire fasse pareil. Ils ont donc 6 ou je crois 5 campagnes présidentielles, législatives, communales, les grandes régions et je ne sais pas quoi d'autre. On va dire 4. Et si chaque pays en Afrique va jusqu'à dépenser 4 fois tous les 2-3 ans des milliards et des milliards pour décider qui va diriger tel ou tel poste, telle ou telle région, tel ou tel ministère, tel ou tel président. Mais quand même, ça nous fait combien de milliards là qu'on dépense? Et tous ces pauvres gens qui sont là, qui souffrent, on fait quoi d'eux? Et tous ces pauvres gens, justement, eux qui n'ont pas compris, qui courent après justement la politique. Tout le monde est politisé maintenant en Côte d'Ivoire. Oui, je m'adresse aux Côte d'Ivoiriens. Tout le monde fait de la politique. C'est pas faire de la politique que de parler de Gbagbo Laurent, que de parler de Soro Guillaume, que de parler d'Alassane Ouattara. C'est pas ça la politique. Vous êtes juste en train de parler des gens. Aujourd'hui, si Soro Guillaume est fâché avec Alassane Ouattara, c'est pas de la politique. C'est 2 gens qui sont fâchés. Moi, je suis déjà pris la traite avec mes frères. Hein. La Côte d'Ivoire ne s'est pas fâchée autant. Il n'y a pas eu de guerre autant. Comment ça se fait que 2 personnes se fâchent et c'est toute la Côte d'Ivoire qui est embrasée? Gbagbo Laurent, s'il n'est pas content avec Alassane Ouattara, mais c'est un problème entre Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara. Ça n'a strictement rien à voir avec nous. Nous, on a besoin de travail. On a besoin d'être logé, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être éduqué, on a besoin d'être soigné. On n'a pas besoin de Gbagbo Laurent ou d'Alassane Ouattara.
Est-ce que ça, vous comprenez ça au moins? Vous comprenez ça? Vous dites, ok d'accord, vous avez besoin de faire de la politique, vous voulez être président, pourquoi? Vous voulez changer les choses. Je ne parle pas des 4 belligérants. On sait de qui on parle, Alassane, Bédié, Gbagbo et machin. Non, on ne parle pas de ces gens-là. Tout le monde veut être président en Côte d'Ivoire. Vous voulez être président en Côte d'Ivoire, vous voyez que ça se passe mal, vous réfugiez en France. Mais en France, pourquoi vous ne voulez pas être président en France? Pourtant vous vivez bien là-bas, vous avez tout. Donc ce qu'on recherche, ce n'est pas être président, c'est de tout avoir. En tout cas, le minimum. Le minimum vital. Si Alassane Ouattara, Bédié ou Gbagbo Laurent est président tous les 15 ans, ça veut dire quoi, 2 ou 3e mandat? Qu'est-ce que ça veut dire? Si un mandat fait 1 an, et que nous, dans notre constitution, on veut faire 5 mandats, 1 an renouvelable, 5 ans, c'est comme on demande, le médecin qui me demande de boire un verre de vin pour ma santé. Ça dépend maintenant de la taille du vin. Il y en a qui font 1 mandat, le mandat fait 15 ans. Il y en a qui font 2 mandats, les 2 mandats font 2 ans. Il y en a qui font 3 mandats, ça fait même pas 5 ans. Voilà. Le problème, c'est pas la mandature, c'est pas ça. La constitution, mais qui invente tout ça, la constitution? C'est qui? C'est nous-mêmes, non? Le code électoral, qui l'a inventé? C'est pas Dieu, c'est nous-mêmes, non? On l'a inventé pourquoi? À cause de quoi? D'une alternance? Le problème de l'Afrique, là, c'est l'alternance. Ah, c'est chacun à son tour qui va venir voler. C'est ça le problème en Afrique. C'est pas ça le problème en Afrique. C'est le développement. Mais pour faire le développement, il faut que tout le monde s'asseye et tout le monde comprenne que quelque part, on est une seule famille, les gars. C'est ça la base du développement. La paix. Mais pour faire la paix, il faut comprendre qui nous sommes. C'est impressionnant, les gens. Comment vous êtes aujourd'hui? Depuis quand je posais la question à ma femme, qui est de Tanda. Elle est moitié Tanda, de Tanda, et puis un autre, je crois, Touareg. Mais moi, ce qui m'importe, c'est son côté Tanda, son côté de Côte d'Ivoirienne. Elle me dit, oui, elle est de Côte d'Ivoire. Donc, on cherche l'origine des Brons, les Abrons, on peut les appeler les Brons. Et on constate que les Brons en Côte d'Ivoire sont 185 000. Oui. Comme il s'appelle le ministre d'Alassane Ouattara, je ne me rappelle plus trop son nom, le ministre de l'Agriculture, il est Bron aussi, ouais. Adjoumani. Oui, eux, ils sont en Côte d'Ivoire 185 000. Et au Ghana, ils sont 1 185 000. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de plus d'Abrons qu'en Côte d'Ivoire. Je dirais même mieux, il y a, je ne sais pas, 200, 300, 400% plus d'Abrons en Côte d'Ivoire. Donc on va dire quoi? Les Abrons sont d'origine ghanéenne? Non, le Ghana a été inventé il n'y a pas longtemps. Les Abrons sont des Akans, donc ils sont à Chantilly. Ils n'ont pas quitté le Ghana pour venir en Côte d'Ivoire. On nous a séparés, donc ils sont restés là, ils n'ont pas bougé. Il n'y a pas eu d'immigration, ils n'ont pas bougé. C'est comme ceux qui sont au nord. Les gars de Ferkessé-Dougou, ils ne viennent pas du Burkina Faso. Ils n'ont pas bougé. On a découpé et on a inventé Burkina de l'autre côté, c'est-à-dire Haute-Volta et Basse-Volta. Même à l'époque, en 45, jusqu'en 45, cette Volta-là, elle existait juste pour un seul pays. C'est des décrets encore qu'on a inventé qu'à partir de maintenant, la Volta est divisée en deux. Il y a la Haute et la Basse-Volta. Et la Basse-Volta est restée Côte d'Ivoire, etc. Tout ça, c'est des conneries. Mettez-vous au travail, au lieu de regarder les gens pour nous inventer des étrangers. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, messieurs. Vous arrivez bien en Europe, vous arrivez bien en Amérique, on vous accepte et vous travaillez. On a bien un noir, un Africain qui est devenu le président aux États-Unis, non? Vous avez quel problème avec le travail? Vous avez quel problème avec le travail? Ça suffit, messieurs. Raisonnez un peu. Ça n'existe pas, toute votre nationalité. Ça n'existe pas. Mettez-vous au travail, messieurs. Mettez-vous au travail. Chacun va se former. Chacun aide l'autre. Chacun aide l'autre. Il n'y a pas de différence entre nous. On est une seule famille. On va à 4-5 générations ou 10 générations en arrière. On a le même arrière-grand-père. Qu'est-ce qui vous arrive, messieurs? Parce que le seul problème qu'on a en Afrique,
l'Afrique, c'est ça. Ce n'est pas simplement récurrent à la Côte d'Ivoire, c'est tous les peuples africains. Ils sont fiers de s'inventer de nouvelles choses. Pourquoi vous faites ça? Mettez-vous au travail.